Que nous transmettent les contes des sociétés européennes et africaines? Quelles sont les différences entre matriarcat et patriarcat et quel est leur trait commun? On conclut notre mini-série sur le matriarcat. Salut la famille d'Afrique et d'autres terres, moi c'est Nelly. Bienvenue sur Afrochronique KSF. Ici, on promeut l'éveil des Africains et des Afrodescendants pour comprendre notre passé, agir dans le présent et construire notre futur. Si toi aussi tu veux soutenir et participer à la revalorisation du continent, abonne-toi, active la cloche pour avoir accès chaque semaine à une nouvelle vidéo et partage à toutes les personnes autour de toi qui se retrouvent dans nos valeurs. Déjà le dernier épisode sur l'organisation matriarcale dans les sociétés noires et aujourd'hui on va le comparer avec le patriarcat et ça va en même temps nous servir de synthèse. Pour mieux comprendre les différences fondamentales entre les deux systèmes, nous devons d'abord revenir à leurs origines. J'ai déjà bien développé pour le système matriarcal, donc si tu veux plus de détails, je te mets à la fin le lien vers la vidéo qui en parle. Chaque système apparaît dans un environnement bien distinct. Pour le matriarcat noir, le climat favorable et la nature bienfaitrice offrent un cadre idéal à la vie. A l'inverse, le patriarcat naît dans un climat nordique très hostile. Selon les spécialistes, les premiers Homo sapiens qui s'installent dans ce qui est aujourd'hui appelé l'Europe arrivent entre moins 45 et moins 40 000 ans. Et ils étaient bien noirs, quoi que veulent nous faire croire les images. Contrairement à leurs homologues restés en Afrique, les populations qui occupent le dit hémisphère nord doivent subir les périodes de glaciation, dont la dernière s'est finie vers moins 12 000. Selon les sources, le maximum glaciaire, c'est-à-dire la période la plus froide, a été atteint il y a 20 000 ans. La température moyenne de la Terre était alors de moins de 8 degrés. Pour comparer, aujourd'hui la température moyenne est de 15 degrés. Les glaciers recouvraient la moitié de l'Amérique du Nord, de l'Europe, de l'Amérique du Sud et plusieurs régions asiatiques. Les déserts polaires, les steppes toundra et les steppes boisées occupaient le reste. Pour survivre, les populations ont dû se réfugier dans des grottes pendant des millénaires. Entre ça et ça, tu te doutes que le rapport à la nature va être légèrement différent. L'environnement favorable africain permet la sédentarisation des populations, chose impossible pour les peuples nordiques qui doivent se déplacer en permanence pour subvenir à leurs besoins primaires. La sédentarisation permet de fonder les premiers villages. Plus la population s'accroît, plus le village est prospère et s'agrandit. La société matriarcale se construit donc sur les notions de communauté et de solidarité. Le nomadisme, en revanche, s'articule autour de la famille dite nucléaire. Un père, une mère, des enfants. L'accroissement de la population est un frein à la survie. Les grossesses et les enfants ralentissent le groupe. N'ayant pas de lieu fixe, il doit s'imposer où qu'il aille ou périr. La société patriarcale s'articule donc dans un rapport de force et un esprit de dualité dominant-dominé. L'économie matriarcale se base sur l'agriculture. Les plantes sont le régime alimentaire de base. L'élevage pastoral est la seule ressource permettant aux populations nordiques de survivre toute l'année, quel que soit le climat. La femme étant à l'origine de la découverte et de la maîtrise de l'agriculture, c'est sur elle que repose la santé et la prospérité du groupe. L'homme, prédisposé aux tâches physiques, est garant de la défense de la famille et donc de sa survie. Il devient le chef de famille et assure sa sécurité. Il est responsable de sa femme et de ses enfants et originellement, il a même droit de vie ou de mort sur eux. La femme, elle, ne fait qu'assurer la descendance. Cher Anta Diop cite les historiens Bémon et Monod qui décrivent les Germains. Le père de famille avait des droits étendus sur sa femme qu'il pouvait chasser si elle était infidèle, qu'il pouvait même vendre en cas de nécessité, sur ses enfants qu'il pouvait exposer, sur ses affranchis et sur ses esclaves. Mais cette autorité cessait pour le fils majeur et pour la fille mariée. Devenu trop vieux, le père ne comptait plus comme membre actif, c'est le fils qui le remplaçait. Les Germains ne connaissaient pas les testaments. Les plus proches parents par le sang héritaient du plein droit, les femmes étaient exclues de l'hérédité de la terre. Dans le système matriarcal, la femme est décisionnaire dans la vie politique, elle est maîtresse de maison, responsable des ressources alimentaires et financières, ainsi que de l'éducation des enfants.
L'homme est préposé aux tâches physiques et risquées, le titre de régnant, roi, empereur, pharaon, lui est confié. La femme a ainsi toujours un rôle prépondérant, elle est indépendante et autonome, alors que l'homme acquiert ce statut grâce à l'union matrimoniale. Au moment du mariage, la garantie financière est ainsi apportée par l'homme. C'est à celui-ci de quitter son clan ou son foyer, mais chacun garde son nom. Le divorce est possible, quelle que soit la raison. Dans la structure patriarcale, le rang de la femme dépend du père, du frère ou du mari, qui ont chacun tour à tour le pouvoir sur elle. L'homme sera toujours appelé monsieur quand la femme changera d'appellation selon la présence ou l'absence d'un anneau autour d'un doigt. C'est à la famille de la mariée d'apporter une compensation financière au mari. La femme quitte sa famille et perd son nom de naissance. Le divorce est presque impossible et ne peut être obtenu qu'avec l'accord du mari. Ce dernier gère seul les affaires familiales, politiques, sociales et économiques. Je lis un extrait de l'unité culturelle qui cite Tite-Live. Nos ancêtres n'ont permis aux femmes de traiter aucune affaire, même domestique, sans une autorisation spéciale. Ils n'ont jamais cessé de les tenir dans la dépendance de leur père, de leurs frères, de leur mari. Pour nous, s'il plaît aux dieux, nous leur permettrons bientôt de prendre part à la direction des affaires publiques, de fréquenter le forum, d'entendre les harangues et de s'immiscer dans les opérations des comices. Les avantages contre l'absence desquels elles réclament aujourd'hui sont les moindres de ceux dont, à leur grand déplaisir, la jouissance leur est interdite par nos mœurs et par nos lois. Énumérer toutes les dispositions législatives par lesquelles nos ancêtres ont tâché d'enchaîner l'indépendance des femmes et de les assujettir à leur mari. Et voyez combien, avec toutes ces entraves légales, nous avons de peine à les contenir dans le devoir. Quoi ? Si vous leur laissez rompre ces liens les uns après les autres, s'affranchir de toute dépendance et s'assimiler entièrement à leur mari, pensez-vous qu'il sera possible de les supporter ? Elles ne seront pas plutôt nos égales qu'elles nous domineront. L'idéal patriarcal représente un père dominant à l'autorité incontestée. Lui seul apporte les ressources financières. L'épouse est une mère au foyer docile, dévouée, dépendante et réservée, qui ne sort de chez elle que pour aller chercher les enfants et faire les courses. Le couple doit être discret. L'idéal du matriarcat prône la complémentarité, l'égalité et l'entraide, tout en préservant l'indépendance. La femme prédomine dans les décisions à toutes les échelles. L'homme et la femme travaillent à l'extérieur, agriculture, artisanat, commerce. La répartition des tâches domestiques varie selon les sources. Il y a toutefois une inégalité dans les charges de travail. La femme doit être capable d'assurer presque toutes les tâches attribuées à l'homme, alors que l'inverse n'est pas vrai. Cher Anta Diop cite un missionnaire qui décrit les traditions iroquoises. En général, la partie féminine gouvernait la maison, les provisions étaient communes, mais malheur au pauvre mari ou à l'amant qui était trop fainéant ou trop maladroit pour apporter sa part à l'approvisionnement commun. Quel que fût le nombre d'enfants ou la quantité d'effets personnels qu'il y eut dans la maison, il pouvait à chaque instant être mis en demeure de faire son paquet et de déguerpir. Les femmes étaient la grande puissance dans les clans, de même que partout ailleurs. Le cas échéant, elles ne regardaient pas à déposer un chef et à le dégrader au rang d'un simple guerrier. Les enfants héritent de leur mère et de leur oncle maternel. L'homme ne peut légitimer son accès au trône que par sa lignée maternelle ou par son épouse. Aucune différence et préférence n'est faite entre les frères et les sœurs, de la naissance à l'héritage. Dans le système patriarcal, seul l'homme peut porter des titres honorifiques. On voit aujourd'hui à quel point il est indiscutable pour certains qu'une femme doit être appelée Madame le ministre ou Madame le juge. Je ne parle même pas des débats qui ont déchiré la France sur l'utilisation du mot autrice. Dans le système patriarcal pur, les enfants appartiennent au père, seuls les hommes héritent, ou du moins le frère hérite plus que ses sœurs, les femmes appartenant ensuite à leur mari. Ces différences sont la cause des infanticides de filles dont on retrouve la trace dès l'Antiquité, notamment en Grèce. Les coutumes suite à un décès diffèrent également dans les deux systèmes. La sédentarisation permet aux groupes d'enterrer leurs morts, alors que le nomadisme oblige la famille à incinérer les corps pour les transporter. Malgré la sédentarisation des sociétés patriarcales, cette pratique est encore largement utilisée. Cher Anta Diop donne en exemple César, Gandhi ou encore Einstein qui furent tous incinérés. Toutes ces différences fondamentales ont également leur incidence dans les contes, mythologies et cosmogonies. La spiritualité noire repose sur l'association divine entre les principes féminins et masculins, comme vu dans le deuxième épisode. Les divinités, même dans leurs manifestations anthropomorphiques, sont des manifestations d'idéaux comme l'amour,
la connaissance, l'harmonie ou l'ordre.